En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance du 22 novembre. Vous avez reçu l'ordre du jour, on aurait un ajout en variable. Monsieur Pagé nous demandait de rajouter remerciement à la Fondation Lucie André Chagnon. Est-ce que ça te va? Oui, monsieur Perrault et monsieur Pagé. Donc, on s'est rendu au procès-verbal. L'adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre. Est-ce que c'était conforme? Monsieur Pagé? Monsieur Roy? Donc, en suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 18, on avait une demande de... Donc, la question de Mme Tête-Joyal questionne à nouveau sur la fin du projet et les documents qui ont été soumis aux élus dans le cadre de celui-ci. Comme ces derniers ont signé une entente de confidentialité, il n'est pas possible d'en discuter ou de déposer ces documents pour le moment. Mais une vérification sera faite pour valider ce qui peut être divulgué ou non et ça va spécifier à la prochaine séance. Donc, la réponse, pour ce qui est de la demande de documents que les promoteurs ont présentés aux élus de la MRC, incluant les détails concernant les engagements financiers possibles, il convient de préciser que ces documents sont visés par l'article 22 de la loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et ce, en raison du caractère confidentiel des informations financières et commerciaux contenues dans ces documents. Dans ce contexte, la MRC ne peut pas rendre public ces documents. Il n'existe aucune entente signée entre la MRC et le promoteur, à l'exception d'une entente de confidentialité qui est, elle aussi, visée par l'article 22 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. De plus, nous confirmons qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres ou processus similaire pour inviter les promoteurs à soumettre leur projet à la MRC. En effet, un tel processus n'est pas requis en vertu de l'article 111.0.1 de la loi sur les compétences municipales, puisqu'en aucun cas, le projet ne vise à exploiter une entreprise ayant sous le contrôle détention de plus de 50% des actions avec droit de vote au sein de l'entreprise de la MRC. Donc, cette réponse va être envoyée à Mme Tête-Joyal comme suit. Ça va? Comité administratif, adoption du procès-verbal du comité administratif du 11 octobre. M. Dion a fait la proposition, va seconder parce que Mme Sartre n'est pas présente. Philippe, tu as une question? Oui, j'en aurais deux, en fait. Ouais. Ça dit, au point 2023-10-0557, un mandat a été donné à M. Mounir Lamani par rapport à une offre de service que le comité administratif a reçu. Je me demandais si c'était possible de savoir quel était ce mandat. Oui, c'est un mandat d'accompagnement du développement des affaires pour le CIMS, qui est l'OBNL de Centre de recherche sur l'hydrométallurgie en MRC. Puis, est-ce qu'on sait combien de dollars? C'est 20 000 $. Il y avait une autre question au point qui suivait, à savoir la participation de notre directeur général à la mission au Maroc, là, qui a duré 10 jours. C'est-à-dire que la MRC remboursait des dépenses. Je ne sais pas si on avait un nombre de grandeur de ces dépenses. Il n'y a pas eu de dépenses pour la MRC, c'était d'abord et avant tout assumé par le CIL. Okay. Et s'il y avait des dépenses supplémentaires, c'est la MRC qui les a payées. Par exemple, frais de téléphonie cellulaire ou autre. Puis il n'y en a pas eu pour la MRC. Super. Merci beaucoup. Ça va? Ça complète pour le point comité administratif. Demande de citoyens. Est-ce qu'on a des demandes de citoyens? J'en ai une par rapport à ce que je dis merci. J'en ai une par rapport à ce que vous avez la réponse là, au de la citoyenne Anne-Marie. Cette entente de confidentialité-là, elle a-t-il une fin? Elle a-t-il un délai limité en cette fin de moment? De mémoire, c'est une durée de 5 ans. Je vais faire la vérification, puis dans le prochain procès-verbal, je vais vous donner la réponse. Il me semble que c'est ça. Ça implique là
en bon québécois, là, tu sais, on va-tu pouvoir avoir accès à des informations ou c'est toute information par rapport à ça? C'est que ça protège des informations de nature confidentielle commerciale entre l'entreprise privée et la MRC, qui était dans l'objectif de travailler à réfléchir sur un partenariat communautaire. Fait que ces informations-là, comme ils sont de nature concurrentielle, on ne peut pas les divulguer. Les éléments qui sont relatifs au développement des projets, ça, ils sont communiqués, ils sont disponibles sur la page de la MRC pour les lire. D'ailleurs, on l'a mis un petit peu plus facilement accessible sur notre page web. Et tous les documents sont sur cette page-là, ils sont relatifs au développement du projet. Mais le bout, le volet de ce projet-là qui ne peut pas être communiqué, qui est protégé, c'est l'aspect de compétitivité commerciale. Et cette entente-là, ce qu'elle protège, c'est ça. Et tu sais, quand le mandat que vous aviez donné à la Fédération municipale, pour voir si c'était un promoteur crédible, la solidité financière puis le montage financier, ça c'est un exemple qu'on ne pourrait pas avoir accès. C'est ça. Parce que là-dedans, il y a toutes les informations financières. Fait en sorte que ce projet-là, on est capable de savoir si il est. Une autre entreprise pourrait obtenir ça, puis pourrait déposer quelque chose si c'est en compétition complètement avec ce projet. Donc, c'est ça qui est une information qui est protégée. Puis ce document-là, on l'a plus. On ne l'a pas parce que le projet n'a pas été déposé. Donc, cette évaluation-là du projet qui était supposé d'être déposé en septembre, que le promoteur s'est retiré, c'est un document qu'on n'a plus. Puis on ne peut pas garder. On n'a pas le droit de l'avoir. C'est l'entreprise qui le conserve. S'il n'y a pas de dépôt, il est détruit. Mais ce n'était pas un mandat que vous avez donné à la Fédération des municipalités? Oui, c'est clairement dans cette évaluation-là, l'entreprise dit ça, c'est des informations confidentielles d'affaires. À la fin, s'il n'y a pas de dépôt, c'est ce qui est prévu déjà à la base pour qu'ils acceptent de donner leur chiffre dans l'évaluation. OK, merci. D'autres demandes de citoyens? Oui. Non, s'il vous plaît. Jean Campagnon, citoyen Saint-Georges de Boulevard. Moi, c'est en lien avec le tableau 6.3 de schéma d'aménagement. Description des critères d'aménagement relatifs aux éoliennes commerciales retenues par la MRC des Sources. Je vais prendre connaissance du descriptif de ces critères-là, et puis ça dit aussi dans le nom du tableau critères et leur justification. J'en comprends une partie, mais il y a un endroit où ce que je me questionne, c'est on sait que les nuisances visuelles et sonores doivent être prises en considération dans l'établissement du parc éolien. Et puis, on mentionne que toute installation d'éolienne commerciale est interdite à moins de 500 mètres de toute résidence, de tout immeuble protégé à l'extérieur des périmètres urbains et des limites de tous les lots déstructurés. Je comprends la justification d'imposer un 500 mètres, justement pour pallier aux nuisances sonores et visuelles. Il reste que, d'où il vient le 500 mètres? Comment a été établi le 500 mètres? Oui. Je peux répondre. Philippe Lebel, je suis directeur de l'aménagement du territoire. On s'est inspiré de normes qu'il y avait aussi dans d'autres MRC pourtour. Il y en a plusieurs qui ont fait des projets d'éoliennes, entre autres en Montérégie, puis aussi en Estrie. Donc, est-ce que la question à savoir s'il y a eu une étude pour savoir si c'était ça assurait ces normes-là, on n'a pas fait cette étude-là, mais on s'est inspiré de normes qui avaient été faites ailleurs. Donc, c'est la réponse que je peux vous fournir à cet effet. Mais eux, est-ce qu'ils se sont inspirés d'études quelconques? Vous avez regardé dans toutes les MRC, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et compagnie, puis là, vous avez dit, bon, ben, la moyenne, c'est tout le monde y voit que 500 mètres minimum. Je n'ai pas fait de moyenne. J'ai pris ce qui était vraiment autour dans des MRC qui nous ressemblaient en termes de densité de population, au niveau des paysages, donc les MRC de l'Estrie, puis les MRC aussi qui étaient côté de la Montérégie. Je n'ai pas été jusqu'au Bas-Saint-Laurent ou jusqu'en Gaspésie. Puis je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre s'ils se sont inspirés d'études, mais on souhaitait établir une norme donc sur une base en s'inspirant de d'autres MRC. Une question en ligne. Il y a Patrick Desmina. Oui, bonjour à tous. Patrick Mérien de Saint-Camille. Le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui?
Ouais, allumer la télé. M'entendez-vous? Est-ce que vous entendez ma question? Oui, là, on entend, on entend. Très bien. Écoutez, Patrick Mérien de 5 à 1000. Non, on vous entend plus. Lève le son sur la télé, peut-être. Il a juste changé de critère, c'est pas bien. Je pense que tout simplement le son Monsieur est... Mérien, pour prendre une petite seconde, là. Un problème technique. Dans les paroles de l'ordi, il parlait de sortie. Je pense que. Est-ce que vous m'entendez Non, mieux? ça marche pas plus, monsieur Mérien. Bien. Est-ce que je vais vous On envoyer vous ma entend question? pas, monsieur Mérien, en 2 petites minutes. M'entendez-vous là? Est-ce que vous pouvez faire un test de son, s'il vous Oui. plaît? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez parler à nouveau? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Pas dans les paramètres, mais de l'application, je vais le dans les paramètres généraux de l'ordi. Oh, Monsieur Marien, je vous C'est entends. juste à côté du micro, c'est ça. Oui. M'entendez-vous? Oui, là, ça fonctionne. Est-ce que ça marche mieux? Oui, là, ça va. Bon, très bien, excusez-moi. Alors, donc, Patrick Mérien de 5 à 1000. Ma question est une question générale concernant le financement sur les projets éoliens. Il y a un emprunt considérable qui doit être fait et réparti à travers les municipalités concernant ce type de projet-là. Je voulais savoir s'il a été pris en considération le fait, est-ce que ça pourrait porter à conséquence concernant la capacité d'emprunt des municipalités qui participent à ce type de projet. Je veux dire, l'emprunt étant considérable, est-ce que ça peut nuire ensuite à la possibilité d'emprunt des municipalités lorsqu'il y aurait d'autres projets, que ce soit des routes, de l'aménagement, etc. Est-ce que ce point a été considéré? Oui, ce point a été considéré. M. Martin va répondre. Oui, ça a été évalué. On a fait la demande au ministère des Affaires municipales. Puis, comme cette dette-là constitue plutôt un revenu plutôt qu'un endettement au niveau des municipalités, ce n'est pas comptabilisé comme étant une dette auprès des municipalités. Donc, il n'y a pas d'impact pour la capacité d'endettement puis de levier au niveau des municipalités pour les travaux de voirie. Peu importe le niveau d'endettement actuel d'une municipalité. Donc, par exemple, que ça ajouterait une pression sur la richesse foncière de X pourcentage, vous avez tous la même équité en termes de municipalité pour pouvoir procéder à l'obtention de cette dette-là. Comme c'est considéré par le manage comme un revenu. Très bien. Est-ce que je peux avoir une question supplémentaire assez courte? Oui. Très bien. Si je comprends bien, les projets reliés au développement éolien ou hydroélectrique sont des projets qui sont exempts de taxation foncière au niveau municipal. Ce qui comprend, si je crois bien, aussi bien les lieux sur lesquels sont situées les éoliennes que le bâtiment, ou en tout cas la construction elle-même, que les lieux où passe les fils pour le raccordement, etc. Est-ce que c'est bien exact? Monsieur Martin. Donc, c'est vrai que ça ne s'appelle pas une taxation, là, mais le gouvernement, dans le décret, a prévu des compensations. Donc, c'est compensation pour un lieu de taxe. C'est le même résultat, c'est une rétribution financière sous forme de redevance. Donc, cette redevance-là, elle est donnée lorsqu'il y a une éolienne sur un site, lorsqu'il y a signature avec les propriétaires, lorsqu'il y a travaux et aux municipalités. Donc, tous ces gens-là, obtiennent finalement des redevances par rapport au projet, par rapport aux impacts, ce qui équivaut à la taxation. OK, donc c'est une taxation, c'est une redevance équivalente à la taxation qui aurait eu lieu s'il devait y avoir taxation. C'est pas mal plus que ça. C'est juste que ça s'appelle pas une taxation. C'est vraiment le gouvernement du Québec l'a décrété comme étant un montant prévu. C'est dans le décret du gouvernement du Québec lorsqu'il demande à Hydro-Québec de faire un appel d'offres, puis ces montants-là sont déjà prévus dedans. Producteurs agricoles, etc., comme je mentionnais tantôt. OK. Donc, ce sont des taxes, c'est des redevances
déjà identifiés et précisés par le gouvernement et non pas en négociation libre entre le promoteur et les municipalités. C'est tout balisé par au Québec, c'est la même façon de procéder. Hein. Merci. Merci, M. Marien. Madame Leclerc? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Il y a une demande d'accès à l'information qui a été faite à M. Marcotte. On a eu la réponse en novembre. Dans cette demande d'accès à l'information-là, il nous a été informé que selon l'article 22 de la loi d'accès à l'information, vous ne pouviez pas nous transmettre l'ensemble des documents qu'on demandait, mais vous nous avez référé à divers documents. Mais vous nous avez fait parvenir le contrat de service qui a été donné à la FQM. Ce contrat de service-là, il a été octroyé le 25 janvier 2023 au PV. Quand on se rapporte à ce contrat-là, à l'article 4, on nous dit que cette durée de contrat-là est rétroactive au 1er octobre 2022. Pourtant, il a été voté le 25 janvier 2023. Donc, je me demande, pour première question, à l'ensemble des maires et à la mairesse, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des services professionnels qui étaient offerts à la MRC qui allaient jusqu'au mois d'octobre 2022 au moment où vous avez voté le 25 janvier 2023? Et ce qui qu'il n'y a pas eu en tant que tel. Il n'y a pas eu de demande. Bien, pourquoi le contrat il définit qu'il est valide à partir du 1er octobre 2022? Les discussions avec la FQM ont vraiment débuté en début d'année 2023. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis octobre, là, honnêtement. C'est une bonne question. Je vais faire la vérification. Je peux vous revenir en suivi de prochaine séance. Je suis certain que au niveau de la facturation des services qui ont eu lieu, ont débuté en début d'année 2023. C'est dans une autre année financière, puis je suis sûr qu'il n'y a pas eu de facturation de ça. Mais je vais faire les vérifications, Mme Leclerc. Je pourrais vous revenir la prochaine fois. Parfait. Je vais juste revenir au PV. Vous dites contrat de service avec la Fédération québécoise des municipalités relativement à la fourniture des services d'accompagnement en vue de la participation à la MRC à des projets de production d'énergie renouvelable et autres formalités. Qu'est-ce que vous entendez par autres formalités? Ça, c'est un contrat type de la FQM. C'est pas nous autres qui l'avons précisé et détaillé dans l'ensemble des aspects. L'objectif de cette entente-là, c'était de nous aider à nous préparer pour un tel projet qui allait potentiellement arriver sur notre territoire, puis voir comment on pouvait se préparer. Donc, l'objectif de l'entente, c'est de baliser, dans le fond, la préparation, l'accompagnement professionnel de notre fédération sur un tel projet d'envergure. Il n'y a pas de... C'est un peu comme... On s'assure de pouvoir être bien adéquatement accompagné et couvert par l'équipe de la FQM, c'est tout. OK. J'aurais une dernière petite question, si vous permettez. Oui. Au privé de février, il y a, à titre de renseignement, une résolution de la municipalité de Saint-Camille au projet éolien des sources qui a été déposée. J'aimerais savoir, ma question s'adresse à M. Pagé, est-ce que vous avez eu des réponses suite à cette résolution-là de la part de la MRC, M. Pagé? C'est la résolution qui demandait davantage de communication de la part de la MRC, ça? Exact. Les échéanciers, puis un plan de communication, justement, puis tout ça, là, que vous avez eu des réponses à cette résolution-là. Je répondrais que les membres du conseil municipal m'ont mentionné qu'on n'avait pas été satisfait de ce qui avait été demandé. Merci beaucoup. Ça va? Cette période-ci, merci. Madame? Marie-Henri de Lato, je me demandais si ça faisait partie de la confidentialité lorsqu'il va y avoir des emprunts de fait pour les éoliennes. Est-ce que les citoyens vont être informés des montants des emprunts que les municipalités vont faire? Comme on l'a mentionné à la séance d'octobre, présentement, le Conseil de la MRC des sources entend très, très bien vos préoccupations qui sont exprimées par la population dans le dossier du projet de développement éolien. Et l'ensemble
je dis bien l'ensemble des élus présentement travaillent conjointement afin d'aborder le volet communication, information et implication citoyenne dans cette démarche. On a eu une belle rencontre la semaine passée. On a travaillé vraiment fort par rapport à ça. Tout ce que je vous ai dit, là, communication, information, implication citoyenne. Nous mettons temps et énergie depuis septembre dernier pour prendre acte du déroulement là, du processus d'appel d'offres. Il n'y avait rien de parfait, et oui, c'est vrai, c'était pas correct. Ça, on convient en tant que tel. Nous ne souhaitons plus être bousculés de la sorte, nous autres non plus. L'année passée, là, le 6 mois, là, ça n'a aucun bon sens. On débutait notre démarche, on voulait saisir une opportunité, mais il nous a manqué de temps, puis il y a certaines choses qui n'ont pas été faites correctement, puis on l'assume. Ça, c'est hors de tout là. Mais on veut travailler ensemble. On a plein de choses qui ont été abordées mercredi passé qu'il faut explorer. Donc, comment impliquer la population? Comment bien informer la population? Puis c'est ça qu'on est en train de travailler. J'ai une rencontre de travail avec le DG cette semaine, 3 heures, pour brainstormer suite à notre affaire, puis qu'on va revenir avec l'ensemble des élus. Mais on a débroussaillé bien des choses, puis il y a plusieurs choses que certaines personnes ont amenées qui est très intéressantes, comme implication citoyenne, comme implication d'élus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit surtout pas faire en tant que tel? Donc, on veut vraiment s'améliorer, mais bien informer la population. Nous maintenons à jour notre page sur l'information citoyenne, un tel projet au Québec, et nous prenons engagement, et je l'avais pris à la dernière séance avec ceux qui étaient présents, à déposer pour la séance du 21 février un plan de travail sur cet important dossier pour notre communauté en 2024. Donc, j'avais dit en début 2024, et oui, en février, on va pouvoir vous présenter un plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Ça va être quoi les étapes? Comment on va impliquer la population? Comment on va informer? Tout va être marqué dans le plan qui va vous être partagé, qui va être rendu public à part. Donc, ça, c'est vraiment une volonté de l'ensemble des membres du Conseil d'être beaucoup plus transparent, être plus informatif pour pouvoir qu'il y ait une adhésion plus. On n'aura pas une adhésion à 100%, ça, c'est sûr. Mais comment on est capable de le faire? Puis comment on est capable de moduler certaines affaires pour que ça soit plus acceptable? On a même des choses qu'on va demander aux promoteurs. Parce que, oui, il y a un promoteur, mais on est partenaire du projet. Donc, ça va être des conditions qu'on va pouvoir demander aux promoteurs, qu'on va pouvoir avoir plus de latitude dans l'information qu'on peut donner à la population. Donc, on a vraiment compris certaines choses qui avaient été faites d'une façon plus efficace. Donc, aujourd'hui, vous pouvez pas me dire si l'information, l'emprunt que les municipalités vont faire, si ça va être dans votre deal confidentiel, là. C'est ça que moi, je m'inquiète, j'aimerais savoir. Ça va être ça, là. Oui, ça va être ça. L'emprunt, c'est vous donner, c'est au municipal. Oui, ça va être fait. Ça, c'est sûr. Mais on veut vous en donner encore plus. Mais jusqu'à quel point, je ne peux pas vous le dire présentement, mais on va pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on va être capable de faire et comment on va le faire le 21 février. Parce que les élus, tout le monde ont contribué fort et ils ont amené plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce que le partenaire veut, qu'est-ce que le partenaire ne veut pas. Donc, il faut tout remettre ça en. Il faut reprendre les affaires du casse-tête et voir c'est quoi la solution gagnante pour tous. Donc, c'est vraiment un engagement qu'on avait pris de vous déposer quelque chose. Et ce soir, je vous dis, ça va être le 21 février prochain. Oui. Oui, pour l'heure, producteur laitier à Bretonne. Oui. J'aurais une question pour la distance de 500 mètres ou 1000 mètres, je ne sais pas, c'est 1000 mètres des villages et le ville de Val des Sources. 500 mètres, on parle tout le temps des maisons, des bâtisses agricoles.
les élevages d'animaux, les cabanes de sucre et toutes les autres bâtisses qu'on a autour d'une ferme, sont-ils inclus dans 500 mètres ou non? Non, C'est vraiment la même. c'est les résidents, c'est les personnes qui résident. Les habitants. Ouais. Moi, j'étais aux deux réunions, celle à Wotton et celle à Saint-Georges-de-Windsor, et j'ai demandé au promoteur c'est quoi la distance, et il m'a expliqué autour de ces éoliennes-là, il y a 500 mètres qu'on n'a pas le droit de bâtir. Hein? La résidence. C'est ça. Êtes-vous conscient que présentement, toutes les bâtisses agricoles, surtout les élevages, nous, on va être bloqués, on fait rien. À cause, on n'aurait plus le droit de grandir ou quoi que ce soit. Vous allez voir quand même. Oui. Juste les résidences principales, il n'y aura pas de résidence principale, il va pouvoir se compter. Mais pour les bâtiments, Mais ouais, les bâtisses Les agricoles, bâtisses agricoles, ils peuvent être en 500 mètres. oui, oui. puis, Et les arabiens aussi. juste aussi pour compléter là, sur les normes qui sont indiquées au schéma, c'est un contenu qui est facultatif. À l'époque, lorsqu'on avait fait la révision du schéma, il n'y avait pas ni de projet, ni même d'appel à projet. En 2017, au premier projet, on avait intégré des mesures qui étaient facultatives. Il y a des MRC qui n'en ont pas du tout de ces mesures-là. Donc, c'était sur la notion de facultatif. On avait été prévoyant, puis on avait déjà ça au schéma lorsqu'il est arrivé un potentiel de projet. Alors, À gauche. Et on met ça à 500 mètres, la maison, il va le chemin, il passe sur tout. Moi, je n'ai pas le droit de la bâtir plus haut. Je n'ai pas le droit de la mettre dans le champ. Si on regarde dans les MRC, les Artebosca, ils ont mis plus d'espace pour avoir la possibilité pour les habitants avoir une possibilité de faire des changements. Présentement, c'est surtout ce point-là, comme producteur laitier, qu'on va être limité si c'est à 500 mètres. Ils ont une maison pour son fils, pour son employé. Exactement, il y en a pas. Il n'y a pas de mesure de réciprocité prévue. Donc, sur toute réserve, les agrandissements, supposons, d'une propriété ou pourraient être autorisés. Pouvez-vous valider parce que. Oui, oui, tout à fait. Pour le 500 mètres, c'est un minimum. C'est pas le maximum. Ça peut être plus. C'est le BAC qui va déterminer ça. C'est l'exercice de BAC obligatoire de plantation des projets de vie. C'est l'exercice gouvernemental qui va déterminer quelles sont les distances raisonnables dans le positionnement, avec plein de contraintes, dont notamment les exigences principales. Mais ce qui est inscrit au schéma d'aménagement, c'est pas ça qui supplante un éventuel BAC. C'est le BAC qui va déterminer c'est quoi les distances. Nous, ce qu'on donne comme cadre réglementaire minimal pour un projet éolien, c'est 500 mètres. Il y a des territoires qui n'en définissent pas. Mais nous, on a mis ça comme au schéma d'aménagement basé sur des expériences de proximité. Donc. Après, ça ne veut pas systématiquement dire que ça va être 500 mètres. Une éolienne pourrait être à 800 mètres pour X raisons de contrainte. Une autre pourrait être maximum à 500 mètres. Minimum à 500 mètres, je veux dire. Donc, tout ça, ça ne se détermine pas en fonction de ce qui est inscrit au schéma d'aménagement. Ça donne le territoire des potentialités pour le développement d'un projet. Ça ne dit pas que c'est là qu'ils vont aller. On ne le sait pas. On va le savoir après le bac. Et en tant que municipalité ou MRC, on pourrait définir en tant que c'est pour 5 ans minimum, ça fait 750 ans. Mais là, le cadre réglementaire il est en vigueur, il est à 500. Le projet cherche à se déployer dans le cadre réglementaire en vigueur aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est le cadre qui est gouverne. Et après ça, ben, quel sera les résultats du bac, c'est une autre question. Et on peut le modifier, cette là? On ne peut pas le faire. Est-ce qu'une municipalité peut être plus sévère que le schéma d'aménagement? C'est juste un sujet de Les nous demandent la parole depuis quelques fois. On peut continuer la Donc, il n'y a rien qu'une sous-question par rapport, parce que ça nous amène des questionnements, vos réponses. 500 mètres, vous dites, c'est une norme minimale établie par le schéma d'aménagement, mais est-ce qu'une municipalité, par l'entremise de son règlement d'urbanisme en révision, pourrait être plus sévère que les règles fixées par la MRC? On va vérifier, puis on va revenir pour avoir l'information. Okay, je vous pose la question parce que lors d'une séance du conseil de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor,
Un moment donné, c'était 700 mètres, un moment donné, c'était 800. Après ça, l'autre fois d'avant, nous a dit, ah, nous autres, on ne peut plus toucher à ça, c'est la MRC du métier. Fait que là, moi, je me demandais, On veut répondre à l'instant exact, on va vérifier, puis on va revenir exactement avec la réponse. Mais c'est ça. Pour être sûr que légalement, tout le monde soit sur les mêmes bases. Ça va? Oui. On a pris les questions de Mme Massy et monsieur. Oui, monsieur Génaud, à votre tour. Finalement, ce règlement-là, c'est un règlement que le gouvernement a fait. C'est un exemple. Il faut le changer un peu partout parce que c'est comme vous avez dit, ça peut. Quel règlement vous parlez de l'affaire de 500 mètres. Okay. C'est juste un exemple. Moi, ma question, c'est que, personnellement, j'ai appris ça parce que mon voisin est venu m'en parler. C'est comme ça que j'ai appris. Il y a eu des aliens, et lui, il a été rencontré par la Army World. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont encore sous contrat? Oui. Ils sont encore sous contrat. 5 ans. Ouais. Ça mesure 600 pieds. Bon, c'est mon voisin, je ne sais pas s'il a signé, c'est confidentiel. Les terrains ont 800 pieds de large. Là, c'est ton éolienne. Puis elle tombe sur le voisin. Juste pour vous, c'est pas parce que, mettons, votre voisin a signé un contrat d'option que ça veut dire que les éoliennes sont égaux. Parce que, comme je vous disais tantôt, le positionnement des éoliennes, on ne le sait pas. De toute façon, le projet qu'on a travaillé, qui a été présenté des consultations publiques du mois d'avril, ce projet-là, il n'a pas été déposé. Il doit y avoir un exercice de présentation par le promoteur. Peut-être que ça va changer. Mais si on suit juste à votre question qui est est-ce que parce que mon voisin a signé une option, il va avoir une éolienne sur son territoire? Non. La réponse est non. Il peut en avoir une s'il respecte l'ensemble des règles qui vont être déterminées dans le code du DAF, mais pas systématiquement parce que c'est pas ça que ça veut dire un contrat d'option. Ça veut dire qu'ils s'entendent avec le propriétaire pour évaluer le potentiel que peut représenter son espace pour une implantation. C'est ça que ça veut dire. Mais comment ça se fait qu'il va, la compagnie va là, quand il n'y a pas assez de distance? C'est ça, là. Pour soumettre le dépôt, ils doivent avoir des contrats d'option. C'est l'obligation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils sont obligés de faire ce processus-là, de déposer une superficie totale de territoire avec un nombre de propriétaires qui est intéressé, beaucoup plus grand que ce que serait un impact d'une implantation d'éolienne. Ça fait partie du processus d'implantation. Maintenant, mon voisin s'installe son éolienne. Son évaluation foncière monte-tu? La mienne descend-tu? Parce que moi, j'ai ce bébé-là à côté de chez nous. Ça, c'est des choses qui pourraient être contestées dans le C'est toutes des questions. Oui, mais on va avoir un processus, puis on le prend en note vos questions, mais on va avoir un processus pour répondre à l'ensemble des questions. Justement, vous écoutez tantôt. Oui. C'est très, très bien. Enfin, si on a ça, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est ça l'intention. Mais, advenant, malgré tout ce que vous faites, malgré tout votre bon vouloir, la population n'en veut pas de ça. Est-ce que vous allez accepter ce que les gens ont décidé si ça advenait? Le 21 février, on va vous dire c'est quoi la procédure. Pouvez-vous répondre à mes questions? Non. Juste oui ou non? Non. Non, vous l'accepterez pas. Non, pas ça le dit. Je ne veux pas répondre à votre question aujourd'hui. Je veux faire le processus en tant que tel, bien le définir, le processus, puis le présenter, et à ce moment-là, on va vous le dire. Parce qu'on a besoin de temps. Parce que je veux bien informer, je veux bien communiquer, puis j'ai besoin de temps. On a besoin de temps ensemble, parce que c'est pas rien que moi qui veux m'engager, c'est le conseil.
Donc, je ne peux pas leur demander à soir est-ce que oui ou non, mais on va travailler ensemble pour présenter quelque chose le 21 février. Je comprends, mais ça n'engage rien, c'est juste que si. Je me demande d'engager, mais ça n'engage rien. Moi, si je m'engage, je veux savoir mais il y a une étape de fait avec les élus. On va préparer quelque chose d'intéressant. On a bien noté ce qui s'est passé dans le passé. On travaille sur quelque chose. Il y a plein d'éléments qui ont été discutés la semaine passée. Mais on avait 4 ans, 5 ans d'éléments. Donc, ce soir, il y a des choses qui ont sorti qu'on n'a pas la réponse, mais avant de répondre, c'est mieux qu'on aille chercher l'information, la valider, pour que l'ensemble des maires soient à l'aise avec, puis qu'on vous le présente. Je pense que c'est plus fort si tout le monde adhère à la démarche en tant que telle. Puis comment inclure la population dans la démarche? Je pense qu'il faut réfléchir comment le faire et le faire correctement. Correct? Ça va? Donc, on s'est rendu. J'aurais une question, si vous me le permettez. Certainement. Pas souvent, c'est mon numéro. Non, on n'a pas la chance souvent de pouvoir poser des questions en direct, un peu puis on vous en remercie d'ailleurs de nous permettre. Moi, c'est encore en lien avec le schéma d'aménagement. C'est mentionné au point 6.2.1 qu'un potentiel éolien qui a été évalué de 32 MW sur les halles de l'Église. Je vous demandais, y a-t-il un rapport qui a été produit à la suite de cette évaluation-là? C'était fait dans quel contexte, par qui? À l'initiative de qui? C'était l'agence Manville à l'époque qui a fait ce potentiel-là. Oui. Mais tu sais, le vent, c'est quand même une constante qui est assez régulière. Donc, c'est assez constant. Donc, ce potentiel-là est effectivement c'est bien identifié au schéma d'aménagement. Puis, on avait même fait une modification au schéma pour s'assurer de tenter de prioriser ces secteurs-là. Et le gros enjeu, c'est le travail en condition d'amende. Les normes gouvernementales par rapport à ça, ils sont en modification depuis le PAC sur l'année. Puis ça crée beaucoup d'insécurité sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. C'est ça qui crée un peu les défis par rapport à ces sites-là. Mais il y en demeure pour moi que c'est un site de haut plateau avec un potentiel. Et j'ai parlé la semaine passée, on était sur la table d'alliance suite au bac sur les résidus alimentés. J'ai demandé à certains ministères est-ce qu'ils seraient prêts à compenser les montants d'intervention supplémentaires pour l'implantation des éoliennes sur les halles de résidus. On n'a pas dit non, ils disent qu'ils étaient pour explorer la question parce qu'il y a un potentiel énorme, il y a beaucoup de superficie. On parle des énergies éoliennes, donc il y a les énergies solaires aussi, au niveau des halles de résidus, peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc, on est en train de valider ça, mais bravo pour cette demande. C'est déjà un site dégradé. Ça en fait peut-être la moitié du moins sans terre agricole. on est en train de regarder ça. Est-ce qu'il y a un rapport qui a été produit? Un rapport. Vous parlez De l'évaluation du potentiel. C'est un rapport qui appartient à l'agence Manville. Vous l'avez lu. Donc, on n'a pas le droit de le partager parce qu'on n'est pas propriétaire du document, mais on pouvait transcrire le potentiel énergétique dans le schéma. Mais le positionnement, tout ça, c'est des données qu'on ne peut pas diffuser, qu'on ne pourrait même pas donner à un éventuel promoteur. Vous n'avez pas le droit de le transmettre à moins que l'entreprise qui est aujourd'hui donne son accord. Non, il n'y a pas de suite. Mais à moins que entre promoteurs pourraient décider de se le partager, mais nous, ces données-là, on ne peut pas les diffuser. Un potentiel économique. Pour ça, il y a un bout de chemin de fait. Vous me dites que vous avez demandé à qui de faire l'économie. Parce qu'il y a des sommes de rattachées à la valorisation des sites liés désaffectés en tant que tel. Donc, il y a des montants d'argent dans le budget québécois. Vous avez demandé, si on veut mettre des éoliennes, le promoteur ne veut pas, parce qu'ils ne savent pas comment ça va coûter d'implanter des supplémentaires.
On est capable d'avoir un aide transport qui passe. C'est ça, il y a une situation d'instabilité qu'il faudrait faire peur aux promoteurs. Non, c'est pas l'instabilité du tout. C'est vrai que depuis le temps qu'ils sont là, c'est vraiment au niveau des coûts supplémentaires parce qu'il y a de l'amiante, un potentiel amiante. C'est ça. Donc, c'est quoi les normes que le ministère de l'Environnement va demander pour l'implantation, après ça pour l'entretien? L'entreprise ne veut pas venir parce qu'ils disent comment ça va nous coûter et on ne sait pas. Donc, si le ministère de l'Économie éponge la différence de vie, donc le potentiel, les terrains, la situation du terrain, je pense que ça peut être un fort potentiel. Ça va? Dernière question? Oui, avez-vous, dans votre projet éolien, y a-t-il un champ de batterie? Moi, je vois ça ailleurs au Canada, à ce temps, ils mettent tout quand ils ont Vous avez vu ça la semaine verte, là? Hein? Vous avez vu ça la semaine verte? Pas juste la semaine verte chez des amis qui sont à côté d'un champ de batterie. OK. Présentement, non. 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 OK. Ça va? Présentement, non. C'est dans les futurs projets? Non. Non, il n'y a pas de projet pour plus d'accumulation de batterie. Non, c'est pas là. Il n'y en a pas là, mais on ne peut pas les écarter dans le futur. Pourquoi la semaine verte qui nous donne de réfléchir à la semaine de monde? Donc, en comprenant de la vérité. Depuis quelques mois, on est intense au niveau de l'information, de la connaissance en tant que tel. Pour compléter, monsieur? Oui, bonjour, Michel Kuhn, Volcan. Donc, j'ai écouté vos réponses. J'ai pris acte que vous étiez en train de préparer un plan de communication avec la population au mois de février à propos des éoliennes. Je parle de cette initiative. Ma question porte sur la situation environnementale sur le site de TRGO. Il y a deux articles qui ont été publiés par Radio-Canada ces dernières semaines. Un de ces articles spécifiait qu'il y avait 1200 tonnes de déchets potentiellement explosifs sur le site. Donc, on ne connaît pas la méthode pour traiter ces déchets pour le moment. Et récemment, je pense, en début de semaine, on a appris qu'il y avait éventuellement des fuites dans les bassins du parc à résidus qui étaient susceptibles de contaminer la nappe d'eau souterraine et puis la rivière d'Annecy qui alimente directement là où on puise l'eau pour alimenter l'Annecy en eau potable. Donc, je voulais rappeler qu'il y a 6 mois, on vous présentait le projet de TRGO comme un modèle d'économie verte, d'économie circulaire, qui avait aussi un plan de communication, un comité de citoyens qui était chargé d'informer la population et de lui fournir toutes les informations sur l'évolution du projet. Le promoteur a lui-même organisé, il y a environ 6 mois, une rencontre avec les citoyens pour informer les citoyens et tout allait bien. Le projet était un modèle du point de vue environnemental. On devait en plus gagner énormément d'argent avec ce projet. C'était un projet phare de la MRC. Et 6 mois plus tard, maintenant, on est rendu avec TRGO qui est sous la protection de la loi contre les créanciers. Les 40 millions à peu près qui ont été investis par le gouvernement dans ce projet sont perdus. On découvre ensuite qu'on a des problèmes environnementaux considérables qu'il va falloir gérer et qui vont être pris en charge par la communauté, donc nous, les citoyens qui allons payer. Donc, mes questions sont multiples, en fait, mais la première question, est-ce que le plan de communication que vous prévoyez pour les éoliennes va ressembler au plan de communication qui était en place pour le TRGO, ou est-ce qu'on va avoir vraiment toutes les informations sur les impacts du projet? Et puis ensuite, si je reviens sur le projet des éoliennes, c'est de nouveau un projet industriel qui doit faire partie de l'économie verte, de l'économie circulaire, qui doit aussi, encore une fois, rapporter beaucoup d'argent à la MRC et profiter à tous les citoyens. Donc, est-ce que je suis en mesure de croire les objectifs de ce projet ou est-ce qu'on est dans la même situation qu'avec TRGO? Ça serait à vous de doser l'information et de faire votre choix par rapport à ça.
Mais quelle information est-ce que vous allez me communiquer? Je vous ai laissé vous exprimer. Si vous me laissez m'exprimer, donc, pour la démarche, c'est pas rien qu'un plan de communication que je vais vous déposer dans le février. Loin de là. C'est une démarche collective qu'on va vous proposer en tant que tel. Comment on va vous informer? C'est quoi les démarches? Et qu'est-ce qu'on va organiser comme activité aussi? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir vous partager comme information? Donc, c'est vraiment une démarche collective en tant que telle qu'on va vous présenter le 21 février. Oui, il va y avoir comment on va vous communiquer l'information à l'intérieur, mais c'est une démarche collective qu'on va vous présenter. L'ensemble des élus, on a sorti plein de points en tant que tel, et on veut vraiment donner le loisir à certaines périodes de poser vos questions, démontrer c'est quoi la démarche, et on parlait au niveau des redevances, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont redonner à la communauté, qu'on soit capable de vous démontrer. Donc, c'est pas rien qu'un plan de communication. Puis, c'est pas seulement qu'une ville, c'est l'ensemble des municipalités qui veulent participer à la démarche. Donc, pour TerGéo, c'est un projet d'ensemble. C'est un des projets qu'on avait sur la MRC, mais présentement, il y a déjà des joueurs qui sont intéressés aussi. Le ministère de l'Environnement avait encadré l'entreposage des résidus. Il a encadré aussi, il y a des certificats d'émis pour les bassins de décantation, qui a un risque, s'il n'y a pas de suivi. Le ministère a remis un montant d'argent pour s'assurer que les normes environnementales pour les prochains mois soient suivies en tant que tel. Il y a un montant, c'est un prêt qui est garanti avec des actifs. Donc, oui, à court terme, les citoyens payent, mais lorsqu'il va y avoir une vente d'actifs, le gouvernement, il est assez prioritaire à l'intérieur. Ça va? Oui, est-ce qu'on pourra avoir accès à toutes ces informations? C'est déjà l'information. Notamment les rapports sur la contamination environnementale. Au ministère de l'Environnement. Donc, vous n'avez pas accès à ces... C'est au ministère de l'Environnement qu'il y a des rapports. Et si je fais une demande d'accès à l'information, elle peut être refusée ou... Il y a un média qui n'avait reçu. Donc, ces informations-là, vous ne les communiquerez pas, en fait. C'est au ministère, c'est la responsabilité du ministère de l'Environnement. C'est eux autres qui ont donné l'autorisation gouvernementale pour l'entreposage et les sites les bassins en tant que tel. C'est eux autres. C'est leur responsabilité au niveau environnement. Donc, vos demandes doivent être adressées au ministère de l'Environnement. Pour compléter, une quatrième fois. On va essayer. Ça n'en soulève, là. Il y a une autre petite question. Justement, suite à ça, on avait entendu aux nouvelles qu'il y avait Investissement Québec avait avancé 1 million pour la sécurité. Bon, ben pour un mois. Non, c'est pas pour un mois. C'est pas pour un mois. Non, c'est pas un bout de temps. C'est pour combien de temps? Je peux vous revenir, je ne sais pas, mais c'est pas pour moins de. C'est le ministère de l'Environnement qui a suivi? Oui, c'est le ministère de l'Environnement qui a des inspections d'une façon régulière, mais ça fait un suivi journalier aussi pour s'assurer la conformité des installations de stockage, des bassins s'il y a une suite qui arrive au fur et à mesure. Donc, ça fait un suivi de. Il y a une ressource pour le faire. Hein? Ils ont-tu les ressources pour le faire? Ben, c'est pour ça 1 million, pour avoir une ressource de disponible. Le syndic de Fayette, c'est lui qui est responsable du site en ce moment. C'est lui qui envoie tout le monde qui n'a pas des comptes. C'est eux autres qui ont obtenu l'argent du ministère de l'Environnement pour gérer cet argent-là. Il y a une équipe qui est encore là, genre. Les gens englobe. Non. C'est le syndic de Fayette qui possède une équipe qui s'occupe de gérer ça, pour s'assurer de protéger, j'essaie de protéger l'environnement. Sous supervision du ministère de l'Environnement. Ça va? Ouais. Donc, on s'est rendu à l'ordre du jour, suivi des activités de dossier, calendrier des activités du mois de novembre et décembre qui vous a été déposé. Puis le projet de calendrier complet pour 2024. Si vous voulez remplir votre agenda, ça commence bien l'agenda pour l'année prochaine. C'est un point d'information, à moins que l'adoption.
C'est l'adoption. OK, on a fait l'information. Ah, à cause de la cédule. Monsieur Terrien, Monsieur Perrault. L'adoption du calendrier des rencontres 2020. Pour ceux qui étaient là après. Monsieur, je l'avais en 2 points. Isabelle. Appui à la MRC du Grenade, couverture cellulaire et exigence quant à la modernisation du système d'appel 9h. Philippe. Nous avons reçu une communication de la MRC du Granit, là, une demande d'appui. Donc, c'est pour réitérer essentiellement que la couverture cellulaire n'est pas très bonne, entre autres sur leur territoire. C'est le cas aussi sur notre territoire. Ils soulignaient dans leur résolution qu'il y avait une hausse des frais de tarif 9 à 1 pour ce qui était de la sécurité. Donc, ils ont profité, en fait, c'est un argument supplémentaire pour faire valoir que cette tarification-là qui va être augmentée et aussi indexée à travers le temps, c'est inéquitable pour des territoires qui n'ont pas de couverture cellulaire qui est très bonne pour assurer justement les services d'urgence. Donc, comme c'est un enjeu aussi qu'on vit sur notre territoire, je pense que ça vaut la peine ici, recommandation d'appuyer la MRC du Granit. Je pense que tout le monde est d'accord, M. Terrien et Mme Quentin. Puis, il y avait, lors du dernier congrès de la Fédération, il y avait un engagement du PM de régler la problématique de couverture cellulaire. Donc, depuis quand on entend, il y a un engagement. J'espère que ça va se réaliser parce qu'on a vraiment un besoin sur l'ensemble du secteur. 8.1.2, appui à la MRC du Val-Saint-François demande pour le maintien du financement des collectes porte-à-porte du plastique agricole. On a reçu ici une demande d'appui de la MRC du Val-Saint-François. Vous savez, depuis la modernisation, en fait, de la responsabilité élargie des producteurs, tous les plastiques agricoles sont sous l'égide d'Agri-Récup. Agri-Récup, qui est un organisme de gestion désigné par le gouvernement du Québec. On avait en esprit, pour la plupart des territoires, une façon d'aller collecter des plastiques agricoles porte à porte. En fait, tout ce qui était les balles de foin, les plastiques. Donc, c'était une collecte porte à porte. Malheureusement, dans les discussions avec Agri-Récup, n'est pas reconnu, ne serait pas compensé. Donc, c'était la fin de la compensation aussi. C'était la façon dont les municipalités finançaient une bonne partie de cette gestion-là qui était faite de façon diligente chez les agriculteurs. Donc, ce serait plus remboursé, donc ce serait essentiellement à la charge des municipalités et en fait, peut-être même à la charge des citoyens, ultimement, cette collecte-là. Donc, ce serait ici, comme c'est quelque chose qu'on vit aussi sur notre territoire, une recommandation d'appui à la MRC du Val-Saint-François pour ce qui est de maintenir au moins le financement des collectes porte-à-porte de plastique agricole pour venir compenser cet effet-là aussi. Tout le monde voulait proposer seconder, donc M. Pagé, M. Dion, je pense que c'est une préoccupation sur l'ensemble du territoire, le projet qu'on avait mis en place. Information sur la demande d'appui de la MRC de Nouvelle-Beauce, entrée en vigueur de la loi nuisance à l'industrie touristique. Oui, donc la MRC a reçu une demande d'appui de la MRC de la Nouvelle-Beauce concernant l'impact de la loi 19 sur le secteur touristique. Donc, la loi 19 là, porte entre autres sur l'encadrement des enfants de moins de 14 ans. Puis, la MRC Nouvelle-Beauce mentionnait que cet encadrement-là nuisait aux enjeux de recrutement de main-d'œuvre par les entreprises touristiques. Donc, après analyse là, des éléments qu'ils apportaient dans leur résolution et dans leur demande d'appui, ce qui vous serait proposé, c'est que pour respecter notre priorité qui vise à favoriser la persévérance scolaire des enfants sur notre territoire, qui vous serait recommandé de ne pas aller de l'avant avec l'appui qui est demandé là, par la MRC Nouvelle. C'est vraiment dans un esprit de favoriser là, la persévérance scolaire avant tout chez nous. Entièrement d'accord. M. Terrien, secondaire de Dion. À titre de renseignement, avis sur le plan d'aménageur révisé du parc régional du Mont-Royal. Nous avons reçu, en fait, finalement, l'avis de conformité du nouveau plan d'aménagement et de gestion du Mont-Royal, qui avait été déposé en avril 2022. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, avis de non-conformité du projet de plan de gestion des matières résiduelles réalisé par la MRC des Sources, mais on s'y attendait. Oui, donc c'est rare j'ai jamais vu un plan de gestion de matières résiduelles entrer en vigueur dès son adoption. Il y a des éléments ici de non-conformité qui ont été soulevés par le Québec. Donc, on va travailler avec les comités de gestion des matières résiduelles pour s'assurer qu'on puisse avoir un plan de gestion de matières résiduelles conforme avec les volontés de Recyc Québec.
Donc, avis avis de non-conformité. On va pouvoir les régler rapidement. On laisse faire. L'ensemble, deux, c'est pas bien. Ouais, sur l'ensemble. Donc, on s'est rendu là d'appui projet Skypark pour tous à Saint-Adrien. Oui. Donc, la municipalité de Saint-Adrien souhaite soumettre une demande de financement au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Ce projet aurait déjà reçu une recommandation favorable du comité d'utilisation. Donc, pour respecter cette orientation-là, on a produit une lettre qui mentionne qu'elle a reçu une recommandation favorable, comme elle était signée par un membre de la MRC. On vous informe de cette lettre. Merci, Joanie. Campagne de financement, une note de remerciement pour le coup de cœur de l'année. Monsieur Marc. Oui, le directeur général du CAD nous remercie la MRC pour notre contribution financière dans la campagne du CAD 2023. Et on réussit à ramasser 40 000 pour aider 70 familles à chaque 2 semaines pour la prochaine année. J'ai parlé à matin, je me disais, il y avait une petite académie qui durait la période de 6 heures, mais là, c'est le dépannage alimentaire en forme de demande, c'est l'enfant. C'est vraiment une problématique. Confirmation de recevabilité du projet de plan régional des milieux humides des hydriques. Philippe. On a reçu une correspondance du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et la faune et des parcs. Pourquoi notre plan régional des milieux humides et hydriques est recevable. En fait, c'est pas l'avis avec les commentaires sur le plan en tant que tel, mais c'est simplement pour vous informer qu'ils peuvent procéder à l'analyse complète du plan. On devrait recevoir dans les prochains mois l'avis sur le terrain. Donc, c'était une information qu'on devait donner. C'était reçu officiellement de la part du gouvernement. Donc, c'est leur procédure. Ce que vous en avez. Merci. L'autre verte, le dépôt programme d'aide financière de l'ASPO. La MRC des Sources souhaite déposer une demande d'aide financière de 25 375 $ au programme Vélosport pour ce qui est de l'entretien de la route verte. Donc, un tronçon de 14,5 km qui traverse la municipalité de Danville, qui est un élément fort ici de notre activité récréo-touristique au niveau du vélo. Ça correspond à 50 des frais d'entrée. Tout le monde est d'accord pour dépose, M. Terrien et Mme Quentin. C'est important la route verte. On s'est rendu à l'adoption de l'entente triennale pour la route des sommets, le tourisme. Oui, donc on a reçu de la MRC du Granit la demande de renouvellement de notre entente triennale pour notre participation à la route touristique, la route des sommets. Donc, l'entente vise les années 2024, 2025 et 2026. Les montants correspondant à chacune des années sont de 3 510 $ pour l'année 2024, 3 685 $ pour l'année 2025 et 3 870 $ pour l'année 2026. Globalement, c'est l'application de l'inflation qui est ajoutée à notre contribution initiale de la dernière entente. Ça vous va, tout le monde est à l'aise. Bernier, M. Roy. On s'est rendu dans les projets fonds locaux inférieurs à 2023, c'est 78, nouvel espace rassembleur à Saint-Adrien. Le projet consiste en la construction de nouveaux lieux accessibles et multi-usages à Saint-Adrien qui permettent la réalisation d'activités communautaires et de loisirs municipaux. Le lieu va servir d'abribus pour les élèves, de rangement pour le marché public, d'espace public extérieur pour différentes rencontres et des présentations publiques. Les travaux de construction incluent des ajouts comme une rampe d'accès universelle permettant la pleine participation des personnes à mobilité réduite. Donc, le coût total du projet est de 176 101 $. Le montant demandé est de 17 761 $ pour 10% total du projet. Ça va? M. Bernier, M. Roy, dans le fonds local de Saint-Adrien. Donc, on a eu, le 25 octobre dernier, il y avait eu un comité de vitalisation. On a un fonds dans le cadre de l'analyse de projet pour le fonds région ruralité, le volet 4. C'est vraiment un beau volet. Des projets qui ont été soumis, Joanie, tu veux les passer en rafale? Oui, donc je vous présente l'ensemble des projets qui ont été soumis ainsi que la recommandation du comité de vitalisation. Donc, pour le fonds pour l'amélioration des milieux de vie, en fait, c'est exactement le même projet que Frédéric Marcotte vient de vous présenter. Donc,
nouvel espace rassembleur à Saint-Adrien. Par contre, il nous avait été demandé d'apporter aussi une contribution à partir du fonds vitalisation. Donc, la répartition qui est demandée pour le fonds vitalisation, c'est toujours un coût total de projet de 176 et 101 176 000 et 101 Le montant demandé dans le cadre du fonds de vitalisation est de 99 000 ce qui représente 56 du coût total du projet. Je ne vous lirai pas la description comme Frédéric Marcotte vient juste de le faire, mais ce projet a aussi reçu une recommandation favorable du comité de vitalisation. Sinon, le deuxième projet pour le Fonds pour l'amélioration des milieux de vie, c'est le projet Skatepark pour tous à Saint-Adrien. Donc, il est déposé par la municipalité de Saint-Adrien. Le coût total du projet est de 271 711,19 $. Le montant demandé est de 65 210,69 $, ce qui représente 24 du coût total du projet. Globalement, le projet consiste à la construction d'un skatepark, planche à roulettes en français pour le souligner, sur l'ancien terrain de tennis de la municipalité. Donc, c'est un nouvel espace de loisirs qui va permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer leur sport dans un environnement sécuritaire et spécialisé pour le développement d'habiletés dans ce sport. Ce qui avait été souligné par le comité de vitalisation, c'est qu'il y a une part importante du montage financier qui provient d'une subvention demandée au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Donc, ce qui était proposé par le comité de vitalisation, ça serait de peut-être exiger aux promoteurs une clause de financement conditionnel à l'obtention du financement du programme de subvention externe à la MRC. Donc, si vous êtes à l'aise avec le projet, on pourrait l'adopter avec la clause aussi conditionnelle pour protéger les sommes qu'on octroie. Oui, puis il y avait un délai aussi. Hein? Oui, c'est ça exactement. On avait dit qu'on souhaitait que le promoteur nous revienne avec la preuve de financement d'ici le mois de mai l'année prochaine. Ça va tout le monde avec la condition? Oui. L'autre projet. Parfait. Oui, pour le fonds pour l'attractivité, donc on a un projet qui a été déposé, c'est le projet historique au Moulin 7. C'est un projet qui est déposé par la Société d'histoire d'Asbestos. Le coût total du projet est de 11 122,90 $. Le montant demandé est de 10 022,90 $, qui représente 90 du total du projet. En fait, le projet, c'est une association entre le pub Moulin 7 et la Société d'histoire qui souhaite développer un projet de promotion historique du passé minier de Val-des-Sources. En fait, globalement, ce qu'ils souhaitent faire, c'est mettre en place une plateforme numérique destinée aux clients du pub, puis élaborer une ligne du temps qui va être intégrée au décor du pub. Donc, ce projet a reçu une recommandation favorable du comité de vitalisation. Et finalement, pour le fonds incitatif pour la construction et la rénovation durable, on a un projet qui a été soumis par la ville de Danville. Donc, le coût total du projet est de 12 542,12 $. Le montant demandé est de 11 287,91 $, qui représente 90 du coût total du projet. Le projet consiste globalement à l'implantation et la promotion du programme d'habitation durable dans la ville de Danville. Le projet a obtenu la certification du programme qui est octroyé et est maintenant prêt à déployer dans sa municipalité ce programme. S'accorde avec l'ensemble des paramètres qui étaient énumérés dans le fonds. Donc, il a reçu une recommandation favorable du comité de vitalisation. Est-ce que ça vous va? M. Dion, si on dit de M. Bernier. L'ensemble des élus trouve important de travailler sur le logement locatif abordable dans la prochaine année financière. Donc, on fait la déclaration d'intention, mesure d'aide financière pour soutenir le logement locatif. La procédure, en fait, auprès du ministère des Affaires municipales, c'est de déclarer notre intention de pouvoir bénéficier de cette mesure dans le cadre du FRR Volet 4. On a parlé de quelques fonds dans le FRR Volet 4 dernièrement. Il y a possibilité finalement de travailler sur le logement locatif aussi dans le cadre de cette mesure-là, mais on doit faire la déclaration au ministère. Donc, c'est aujourd'hui la procédure. On va par la suite rencontrer le ministère pour définir finalement le protocole de l'éventuel fonds pour travailler dans sur cet enjeu. Aujourd'hui, ça serait cette direction. La première étape. M. Carrier, M. Roy.
C'est ça? Non. C'est pas collectif. Demande de prolongation d'aide financière PADTC. Le PADTC, c'est un programme de collaboration entre les MRC de l'Estrie. L'objectif, c'est de travailler sur l'interconnexion des transports collectifs dans la région. C'est un programme, donc ça fait 2 ans qu'on travaillait sur le projet, puis on a vécu plusieurs défis techniques dans la réalisation de ce projet-là. Donc, aujourd'hui, le projet se relance en partenariat, mais il faut demander une prolongation du délai auprès du ministère des Transports pour pouvoir, et de la mobilité durable, pour pouvoir poursuivre. Donc, c'est pas un ajout de somme supplémentaire, rien, c'est juste d'utiliser les mêmes montants pour les mêmes frais, c'est juste que pour les frais de reddition de compte, on doit demander un délai. Donc, aujourd'hui, c'est cette demande-là. Ça se voit. Aujourd'hui, Mme Quentin, M. Pageux, entente intermunicipale concernant le projet d'acquisition, d'implantation et de gestion financière d'un système intelligent de gestion des transports de piste. Donc, c'est en lien avec le point précédent. La coordination du projet est transférée vers la MRC de Gros-Missisquoi. Donc, aujourd'hui, c'est donner l'autorisation de signer l'entente avec la MRC, puis la coordination du projet avec eux. Donc, ça va être le mandateur. Mme Quentin, M. Roy. Pourquoi de contrat service d'exploitation de véhicules de transport collectif et adapté, Philippe? Suite au 2e appel d'offres pour les services d'exploitation de véhicules de transport collectif adaptés sur le territoire de la MRC, qui prenait fin le 24 octobre dernier, on a reçu une seule soumission qui a été jugée conforme par le comité de sélection. Donc, le conseil de la MRC des Sources, en fait, ce serait l'entreprise Transport Paul Dubois, c'est ce qu'on a reçu à la MRC. Pour l'exploitation de véhicules de transport collectif, ce serait un contrat d'une année, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ce serait au coût de 540 000 donc, selon les paramètres aussi spécifiés à l'appel d'offres. C'est une recommandation d'aller de l'avant avec du comité de sélection pour aller de l'avant avec ce service-là. Avec une année d'option. M. Dion et M. Pageux, j'aimerais en profiter pour remercier l'ensemble des municipalités. Avait ajouté de l'argent parce que si on veut maintenir au moins des services de base, le gouvernement ne compense pas dans son ensemble et les frais augmentent plus que l'indexation. Si on pourrait dire de façon rapide, surtout que le service de transport collectif avait été développé énormément depuis les derniers mois. Donc, chacune des municipalités fait un effort financier majeur malgré les enjeux qu'on a dans nos territoires pour maintenir. Et par contre, si on veut maintenir le service, il va falloir encore en mettre davantage l'année prochaine. Donc, merci beaucoup pour l'ensemble de la présentation. Le plan de transport, plan de réinvestissement des surplus 2024 et guide d'utilisation des services politiques de qualité de service, c'est le transport adapté. Oui, donc la SPC des Sources dépose son plan de développement de transport 2022-2024 qui a été amendé aussi en octobre 2023 pour le transport collectif et adapté, ainsi que les prévisions budgétaires 2024, afin de pouvoir effectuer les demandes de subventions auprès du ministère des Transports pour l'année à venir, aussi en transport adapté. Ça va? M. Perrier, M. Perrault, et un projet pilote transport collectif intelligent masse. Okay. Oui, donc, comme il vous a été présenté par la SPC des Sources le 8 novembre dernier, en fait, ce serait ici de confirmer notre intention de participer au projet pilote de transport collectif intelligent masse complet auprès de YHC Environnement, dont l'objectif est d'augmenter les services intelligents en transport collectif via l'autopartage, du voiturage et du covoiturage. Donc, en transport sur la MRC des Sources. Ça fonctionne, ça serait un beau projet proposé par M. Roy et Mme Quentin. La coopération intermunicipale de la marche et un veille d'intérêt d'utilisation avec le Val-Saint-François. On parle depuis tantôt des défis qu'on a avec le transport collectif et le transport adapté sur le plan de passement constant des coûts. On veut regarder l'opportunité d'optimiser nos ressources et de voir à de la coopération intermunicipale. Le ministère des Affaires municipales a des fonds relatifs à ça, qui s'appelle coopération intermunicipale. Donc, on aimerait explorer avec eux l'opportunité de déposer dans leur programme pour ce qui est de l'étude de mutualisation avec le Val-Saint-François. Donc, la résolution est envoyée au Val-Saint-François pour information de la mort du projet, puis au ministère des Affaires municipales pour obtenir des fonds pour faire une étude de mutualisation. Est-ce que ça vous va?
M. Bernier et M. Pagé. Aménagement de territoire, schéma d'aménagement et développement durable, règlement 2269, 2022, règlement 265, 2021, schéma d'aménagement et développement durable de la MRC. Ça ne tentait pas de mettre un titre plus court. Le territoire est compatible avec les activités minières et autres modifications. On dit toujours qu'un titre doit quand même être complet et direct. Donc, ça vise ici. Les territoires incompatibles avec les activités minières. On avait déjà déposé en novembre 2022 un projet de règlement. On avait reçu un avis de non-conformité du gouvernement du Québec pour certains éléments. Donc, après plusieurs discussions avec eux, on a ajusté ici dans le règlement. Donc, ce qui est déposé ici, c'est les quelques ajustements. On a réussi, en fait, à aller quand même chercher la majorité de ce qu'on a été présenté, puis la très forte majorité. Donc, on a modifié certaines limites des secteurs de concentration résidentielle vraiment à la marge pour retirer quelques surfaces de certains lacs qui n'étaient pas recevables auprès du ministère des Ressources naturelles. Donc, on a conservé l'essentiel du territoire, puis on a ajouté aussi une entreprise agro-touristique. Puis lorsqu'on avait fait la consultation publique en février dernier, il est venu nous mentionner que c'était une activité nouvelle, donc on ne la connaissait pas, donc on l'a ajouté à notre cartographie. Donc, c'est à Saint-Camille, l'entreprise Visito d'érable située à Saint-Camille. Donc, on espère qu'avec ces modifications-là, le gouvernement du Québec puisse nous accorder les territoires incompatibles avec les activités minières. Je rappelle que ce serait 74 près de 74 du territoire qui serait soustrait aux activités minières, si c'est accepté par le gouvernement du Québec. Ça va. Et c'était en 2017-2018 et qu'on avait commencé la consultation. Oui, il y avait eu une consultation citoyenne élargie qui nous avait fait les recommandations. Donc, c'est aussi pour faire suite à ces demandes. C'était le principe consensus. Oui, consultation par consensus informé qui avait eu lieu. Des groupes citoyens qui avaient été consultés, on était accompagnés par l'Université de Montréal. C'était toute une démarche citoyenne en tant que telle. Oui. C'est le résultat. Monsieur Terrien, secondé de Monsieur Roy. Sécurité publique, comité de sécurité publique en tant que relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec. Donc, on attendait l'entente. Oui, donc l'entente vous a été présentée en détail par la Sûreté du Québec lors du dernier atelier de travail, le 8 novembre dernier. Donc, ici, ce serait pour accepter officiellement l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur son territoire. Donc, et aussi pour autoriser le préfet et le directeur général à signer la dite entente. M. Perrault, secondé de M. Dion. Site d'enfouissement, l'état des revenus et dépenses au 31 octobre. M. Pagé. M. Terry. Le budget 2024 pour faire suite à la rente du Conseil de la MRC du 1er novembre qui a permis d'étudier le budget. Le Conseil de la MRC adopte le budget du site d'enfouissement, M. Perrault et M. Roy. C'est vous, M. Roy? Oui. Merci de m'aider. Récupération demande de la Ville de Sherbrooke pour l'amendement de l'entente intermunicipale récupérative pour le processus de renouvellement. On est membre du GONECUPESTRI, notre centre de traitement des matières recyclables. Donc, l'entente arrive à échéance, en fait, l'entente n'arrive pas à échéance, mais le délai prévu pour exposer si on souhaite renouveler ou non l'entente, c'est le 31 décembre 2023. Considérant que l'écosystème de récupération est en grande transformation à l'échelle du Québec, la Ville de Sherbrooke a fait la demande aux autres MRC de prendre un petit peu plus de temps, donc 6 mois de plus, pour prendre en considération tous les changements à l'écosystème avant de procéder au renouvellement, donc de se prononcer sur l'intérêt du renouvellement. Il n'y a rien de mise en péril au niveau du centre. Là. Le centre va continuer d'opérer. On est encore sous entente pour 18 mois après ce délai-là qui vous est demandé par la Ville de Sherbrooke. Donc aujourd'hui, si les MRC sont d'accord, on se prononcerait dans un délai de 18 mois au lieu d'un délai de 24 mois pour la reconduction de l'entente intermunicipale pour la régie de récupération. M. Terrien et Mme Carpet pour désolé. M. Bernier. Demande de citoyen. On a passé pas mal toutes les questions, à moins que vous ayez d'autres questions. Ça vous va.
MRC Finance, état des revenus et dépenses au 31 octobre. Jocelyn, tu n'avais pas de tour? Oui, il y a des écarts qui prennent dans le temps qui ont été répondus en période. Oui, je propose. Proposé par M. Dion, M. Perrault, la liste des chèques qu'Isabelle a investis d'ici depuis le 1er octobre au 31 octobre. M. Bernier et M. Pagé. Pour faire suite à la rencontre du Conseil de la MRC du 1er novembre qui a permis d'étudier le budget, le Conseil de la municipalité, que la MRC des sources adopte le budget 2024. Donc, MRC, le budget 2024, approbation des surplus. Ouais, donc l'appropriation de surplus, c'est une somme de 216 740 pour l'équilibre budgétaire 2024. Donc, M. Roy et M. Terrien. Fonctionnement de la MRC de la partie 1 pour les 7 municipalités. Donc, c'est un total pour la partie 1 de 7 16 336 pour l'ensemble des parties, administration générale, sécurité publique, immeubles, transport, jeunes du milieu environnemental, aménagement général, fibre optique, OMH, développement régional, développement économique, équipe de développement économique et projet, loisirs, culture, général, parc régional de Montréal. Ça va, proposé par M. Pagé, M. Dion. Fonctionnement de la MRC, partie 2, les 5 municipalités, c'est pour la FQM. Notamment. Je suis dans la motion. C'est long, c'est long. Je ne peux pas aller plus vite que l'équipe. Donc, c'est notamment la cotisation à l'FQM, mais également notre contribution à l'Office municipal d'habitation pour un montant de 14 250 $. M. Perrault, M. Bernier. L'administration générale, le budget de la régie RIPTL, la régie des Trois-Lacs, la partie 3, pour les 2 municipalités, Val-des-Sources et Washington. Un montant de 99 875 $. M. Roy et M. Dion. Désengagement des surplus, le Conseil de la MRC autorise le transfert du surplus affecté de 12 000 dans le surplus libre. Donc, on a un 12 000 qu'on n'avait pas besoin de faire. Proposé par M. Perrault, M. Terrien. MRC Administration pour faire suite à la rencontre du Conseil de la MRC le 1er novembre qui a permis d'étudier le budget 2024. Le Conseil de la MRC adopte les projets de règlement. Donc, on a adopté le budget. Donc, là, c'est les règlements en lien. Donc, un conseiller qui donne l'avis de motion pour le projet de règlement 279-2023, code-part pour la partie 1 de l'opération, le conseiller M. Perrault. 19.2, projet de règlement 279-2023, code-part, partie 1, c'est le projet de règlement. Le montant de la partie 1, c'est 1 335 634 $. Par M. Dion et M. Roy. L'avis de motion pour le projet de règlement 280-23, code-part, partie 2, donc FQM et Société de transport collectif. C'est ça. Donc, quelqu'un donne la motion, le conseiller M. Terrien. Et le projet de règlement code-part, partie 2, le montant, M. C'est le même montant total que je vous ai donné, donc la FQM plus l'OMH pour un montant total de 14 000, 15 000 $. M. Perrault et M. Bernier. Bon, projet de règlement 280-23, le code-part partie 3, la régie des Trois-Lacs, le conseiller Roy donne la motion. Et le projet de règlement 281-2023, code-part partie 3, un montant de 99 860 $. M. Dion et M. Roy. Cotisation 2024 à la FQN, le Conseil de la MRC des sources adopte la cotisation 2024 à la FQN des municipalités suivantes pour un total de 7 198,22 pour la municipalité de Saint-Adrien, 1 248,31, le canton de Saint-Camille, 1 248,31, municipalité de Saint-Georges-Windsor, 1 476,92, municipalité d'Amsud, 1 248,31 et la municipalité de Wharton, 1976,37.
et que le propose. On va échec que M. Dion et M. Bernier. Congrès 2024 actuel, la partie hébergement. Le Conseil de la MRC des Ressources autorise le DG et le greffier trésorier à signer un contrat garantissant la réservation d'un bloc de 15 chambres au Hilton Québec pour l'hébergement des élus qui participeront au Congrès 2024 de la FPL qui aura lieu du 26 au 28 septembre prochain. Proposé par M. Terrien et M. Bernier. Nomination des représentants élus du Conseil sur le comité exécutif selon le règlement 264-2021 relatif à la délégation de pouvoir du Conseil au comité administratif de la MRC des Sources. Le Conseil de la MRC pourvoit la nomination par résolution aux membres du comité administratif représentant des élus pour une durée de 2 ans, de novembre 2023 à novembre 2025. Donc, les deux membres, c'était M. Dion, si je me rappelle bien, et Mme Sarr. Ça va? Parce que dans ce secondaire, M. Théo et M. Bernier. Représentation 2024, M. Marcotte. Donc, le document vous a été déposé pour les représentations, c'est-à-dire les différentes tables, les organismes du milieu, les fondations sur lesquelles on s'engage à contribuer par représentation, soit par délégation des élus, des représentants administratifs ou parfois des bénévoles qui s'impliquent avec la MRC. Donc, pour l'année 2024. Ça va. Proposé par Mme Quentin, M. Roy. Isabelle a fait du ménage dans son bureau d'instruction d'archives. Donc, vous avez en annexe la liste complète de la destruction des archives qui peuvent être vêtues selon le calendrier de conservation. La liste est dans l'ordre des copies qui comprend le numéro des voies où se trouvent les dossiers en question. Ces documents ont atteint dépassé la date de vie, ont plus de valeur fiscale, financière ou administrative, pas plus que patrimoniale de recherche. Donc, elles peuvent être détruites. Ça va, M. Dion et Mme Quentin. En variable, M. Pagé, vous avez un remerciement? Oui, bien, la Fondation Lucie-André Chagnon a autorisé un financement de 542 100 le 24 octobre dernier au Comité territorial des sources. Comité là, qui a pour objectif de lutter contre la maltraitance des enfants puis encourager la persévérance. C'est beaucoup d'argent pour notre milieu. Il va de soi qu'on les remercie fortement. Donc, proposé par M. le maire Pagé, de façon unanime, ça se voit. C'est Philippe. Donc, la levée de l'Assemblée par M. Dion. La levée de l'Assemblée. Peut-être hors d'ordre. Oui. Parce que c'est la première fois qu'il vient visiter. Tantôt, quand vous avez parlé de questions de citoyens, j'avais une question. Je ne sais pas si vous acceptez que j'en pose. C'est une autre question, oui. J'étais dans une assemblée du conseil à Walton. J'avais posé la question au sujet des PFAS. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, les PFAS. PFAS. Sont dans l'eau. Et puis, le directeur l'a mentionné, il m'a envoyé des documents que je connaissais les informations, on a communiqué ensemble. Là, je lui ai dit, moi, je ne peux pas. Il m'a référé au directeur de Val-des-Sources. Et le directeur de Val-des-Sources, il dit, c'est pas une décision de ville, ça prendra une décision de la MRC. Ma demande, c'est que j'aimerais ça si la MRC pourrait faire justement analyser les eaux pour savoir si on en a. Parce que certaines municipalités au Québec, exemple Val-d'Or, Saint-Donat, les taux sont élevés. Ça se peut qu'il n'y en ait pas avec des sources ou Walton, si ça se fait possible pour la santé des gens, au moins le savoir. Parce qu'il y a eu des échantillonnages de plusieurs municipalités dans le passé, il n'y a pas tellement longtemps, mais naturellement, c'était fait au hasard. Je ne sais pas si. Pour bien comprendre votre demande, oui, c'est l'eau de quoi vous voulez faire? Ben, c'est l'eau pour c'est l'eau potable. C'est l'eau potable justement où il y a des. Ben, c'est ça. Moi, j'ai demandé pour Walton, et Walton me dit c'est Val-des-Sources qui contrôle l'eau de Walton.
parce que vous donnez le service. Mais c'est Val-des-Sources, lui, il dit, moi, je ne peux pas prendre la décision, parce que c'est. Wharton a demandé à son mandataire s'il voulait faire un voto, c'est pas un C'est la réponse qui a été émise par nos gens de Val-des-Sources, que au niveau du ministère n'est pas une exigence. Non, je sais que c'est pas une exigence. Oui. Je n'ai pas dit que c'est une exigence. Mais ça serait intéressant qu'on pourrait le savoir. Parce qu'il y en a trouvé dans plusieurs municipalités. Au moins, si on le saurait. C'est ma question. C'est bien, c'est pas moi qui. La demande doit s'adresser à la municipalité. Mais non, mais il me réfère à Val-des-Sources. C'est sûr que la municipalité de Val-des-Sources ne prendra pas d'engagement via un site d'eau, de traitement d'eau qui ne nous appartient pas. On fait la gestion des installations. Le propriétaire des installations, c'est la municipalité de Wharton, et c'est à eux à demander à la municipalité s'ils veulent qu'on fasse expertise. Bon, que d'autres parce que ça demande à la MRC. Non. La MRC n'a pas de compétence en termes de traitement des eaux. Non, mais. Fait que nous autres, notre seule compétence MRC par rapport à l'eau, c'est le libre écoulement de l'eau. Fait que c'est une mauvaise information que vous avez obtenue du fait que c'est la MRC qui aurait, on n'a absolument rien à voir là-dedans. Non. Mais la municipalité de Wharton peut faire la demande à l'usine d'épilation de la ville de Val-des-Sources. S'il le souhaite. C'est la municipalité de Wharton qui doit prendre cette décision-là, la MRC, on n'a rien à voir là-dedans. D'accord. Merci. C'est clair? Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.